Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Togo, notre dossier du jour sera consacré au cyclisme. Comment évolue cette discipline? Eh bien, nous en parlerons. Au sommaire également, le Parlement égyptien a approuvé ce mercredi un accord controversé prévoyant la rétrocession de 2 îlots de la mer Rouge à l'Arabie saoudite. Et puis en Algérie, le Conseil des ministres présidé par le président Abdelaziz Bouteflika a approuvé ce 13 juin le plan d'action du gouvernement formé le 25 mai dernier. Avec nous sur ce plateau pour en parler, un invité, Yassine Bouali. Bonsoir. Bonsoir, Grazela, bonsoir mes téléspectateurs. Alors, vous êtes donc journaliste sportif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Malik Acher, notre éditorialiste. Bonsoir Malik. Bonsoir Grazela et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Tout de suite, c'est l'info du jour. Je vous le disais en titre, la commission législative du Parlement égyptien a donné son feu vert à l'accord prévoyant la rétrocession par l'Égypte à l'Arabie saoudite de 2 îlots. Une décision qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre le Caire et Riyad opéré depuis plusieurs mois. C'est un sujet de la rédaction. L'accord controversé prévoyant la rétrocession de 2 îlots de la mer Rouge à l'Arabie saoudite a été approuvé ce mardi 13 juin par une commission parlementaire égyptienne. Avec 35 voix pour et 8 contre, l'accord doit encore être étudié par la commission parlementaire en charge des questions de défense avant la tenue d'un vote en séance plénière au Parlement. C'est grave comme précédent pour l'Afrique d'abord, parce que une île, c'est un point de terre dans de l'eau. Mais une fois qu'on possède l'île, on possède d'abord tout ce qu'il y a en profondeur de l'eau et on possède dans un périmètre beaucoup plus large que l'île tous les produits que le bon Dieu nous a donnés sur Terre autour de cette île. C'est-à-dire s'il y a du pétrole, s'il y a du gaz, s'il y a des terres rares, s'il y a de l'or, etc., ça n'appartient plus à l'Égypte, non pas seulement dans l'île, mais autour de l'île, tout autour. Évidemment, les droits de la pêche y sont associés. En avril 2016, le gouvernement égyptien avait annoncé la rétrocession à Riyad de Tiran et Sanafir, 2 petites îles inhabitées de la mer Rouge. Annonce qui avait provoqué un soulèvement contre le régime du président Abdel Fattah al-Sisi. Il y a une géostratégie qui se dessine autour de la mer Rouge, tout au long de la mer Rouge. La mer Rouge commence entre l'Afrique et la presqu'île arabique. Par l'entrée par ce qu'on appelle le golfe d'Aden. Le golfe d'Aden contient aussi des îles qui, jusqu'à très récemment, n'étaient pas du tout intéressantes, n'ont pas été utilisées. Or, il est très étonnant et intéressant de constater que certaines îles, l'armée israélienne se le sont appropriées. Et ces îles-là, maintenant, ont des garnisons israéliennes tout à fait au bout de la mer Rouge. Les Saoudiens qui entrent en partenariat très intime avec l'armée israélienne, ça va continuer. Et nous pouvons nous attendre que nous, les Africains et les Moyen-Orientaux, subissions les contre-coups de toute cette reconquête, ou cette conquête israélienne dans la région grâce à l'Arabie saoudite. S'il est évident que cette rétrocession ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de l'opposition, le gouvernement égyptien a justifié cette décision en expliquant que les 2 îles, situées à l'entrée du golfe d'Aqaba, appartenaient à l'Arabie, mais que Riyad avait demandé en 1950 au Caire d'en assurer la protection. Alors Yassine, comment avez-vous accueilli cette décision du gouvernement égyptien de céder ces îles à l'Arabie saoudite ? Comment on accueille ce genre de décision qui arrive malheureusement juste après la décision prise par les Saoudiens de rompre les relations diplomatiques avec le Qatar, qui a été suivie par l'Égypte. Ce sont les 2 pays principaux qui ont pris la décision de rompre les relations diplomatiques. Derrière, une semaine après, l'Égypte décide de rétrocéder ces 2 îles à l'Arabie saoudite. Moi, la question que je me poserai, que cache cette décision qui est prise par les Saoudiens, par les Égyptiens de rétrocéder? Je pense que derrière, il y a un nouveau, on va dire, un nouveau ordre
géostratégique qui est en train de se faire dans cette région du monde, qui est très stratégique. Je pense que c'est lié directement à la décision de rompre les relations diplomatiques avec le Qatar pour fermer encore plus le chemin, c'est-à-dire les routes, c'est-à-dire pour isoler c'est-à-dire davantage le Qatar. Malik, vous partagez ce point de vue. Quels sont finalement les enjeux géostratégiques derrière cette rétrocession? Alors, moi, j'aurais un avis différent, mais je respecte tout à fait l'avis qui vient d'être énoncé. Comme la crise était antérieure à celle du Qatar, enfin la rétrocession était antérieure à celle du Qatar, moi, je serais plus prudent sur cette lecture-là, mais c'est une lecture qui peut être faite par rapport à cette rétrocession. Alors, il y a une bataille juridique, politique qui date depuis plus de 50 ans maintenant entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. À maintes reprises, les deux pays ont essayé de tracer convenablement leurs frontières. Vous savez que nous sommes dans une région où les frontières sont source de conflits. Et donc je pense qu'il fallait absolument mettre un terme à un risque de conflit. C'est-à-dire que c'est le prix de la réconciliation entre les deux pays? Je le pense. Alors, est-ce que l'Égypte a raison de le faire, c'est aux observateurs de le faire, de le voir plutôt. Je pense que, en tout cas, l'opinion égyptienne et les Égyptiens ont senti là comme une humiliation, ça c'est sûr, et je comprends parfaitement, parce que nous sommes aussi sur peut-être des bouts de territoire, mais qui sont véritablement stratégiques à l'entrée de la mer Rouge. Une rétrocession actuelle, peut-être qu'il y a eu derrière d'autres négociations en cours, peut-être d'ordre financier, nous ne le savons pas. Vous savez que l'Égypte a reçu de nombreux investissements saoudiens au cours des dernières années, du fait de l'instabilité politique et économique qu'a subi l'Égypte juste après la chute de Moubarak. Donc il y a peut-être aussi des discussions de cet ordre qui ont mené à la rapidité de cette rétrocession. Je respecte aussi son avis, mais moi je pense uniquement que Sisi, en prenant cette décision, parce que je pense que derrière, c'est pas démocratique la décision, c'est-à-dire les élections qui ont été faites, c'est-à-dire la décision qui a été prise par le Parlement égyptien, je pense derrière, la décision, elle est pipée d'avance. Je pense que Sisi, pour assurer sa pérennité, donc il veut s'allier davantage, c'est-à-dire sur le long terme avec l'Arabie Saoudite, parce que quand on s'est Riyad, c'est-à-dire on parle pétrodollar, beaucoup d'argent, et quand on voit la crise économique dont fait face l'Égypte aujourd'hui, je pense pour faire durer sur le régime de Sisi, il est obligé d'obéir aux ordres de Riyad. Et c'est ce qu'il fait avec bonheur. Qu'il y ait une thématique, certainement, je viens de l'évoquer, sur la thématique des problèmes économiques que vit l'Égypte actuellement, c'est certain. Peut-être que ça rentre en ligne de compte, en ligne de mire dans cette rétrocession. Maintenant, c'est vrai que nous sommes dans une région où l'Arabie Saoudite tente de s'affirmer en tant que superpuissance. Et je pense que c'est, effectivement, je partage cet avis, c'est une faute de la part de l'Égypte d'avoir rétrocédé ces îles. Pourquoi assurer militairement la protection de ces deux îles, d'avoir dépensé de l'argent et tout d'un coup de rétrocéder ces îles? Alors il y a des choses, des contreparties qui n'ont certainement pas été évoquées entre les deux pays, dont l'opinion publique malheureusement est écartée. Et c'est pour cela, je pense qu'il y a un manque de clarté, et du fait de ce manque de clarté, vous avez des opinions publiques qui sont chauffées à blanc, et notamment en Égypte. Bah justement, c'est une question très épineuse. En Égypte, elle a souvent donné lieu à des manifestations. Est-ce qu'on est à l'abri finalement d'un mouvement de contestation, Yacine? Je pense qu'aujourd'hui, dans cette région du monde, enfin partout dans le monde, on est à l'abri de rien du tout. Quand on connaît l'instabilité des régimes, quand on connaît la nature des régimes qui gouvernent ces peuples, je pense que ça pourrait aboutir à un mouvement populaire, surtout que les Égyptiens c'est-à-dire ils revendiquent avec, c'est-à-dire fierté ces deux élus, et ils ne partagent pas aucunement la décision prise par le Parlement et par le président. Donc ça, il faut s'attendre. Mais il y a aussi une donne, parce que quand on voit le nombre d'Égyptiens qui travaillent en Arabie Saoudite, je pense que ça pèse aussi dans la balance. Car c'est demain, les Saoudiens, après la décision de renvoyer tous les Égyptiens en Égypte, je pense qu'on va se retrouver aussi avec une autre crise sociale. Merci. Dans l'actualité également, cela faisait des semaines qu'il n'avait pas été aperçu. Le chef de l'État algérien, Abdelaziz Bouteflika, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres, le premier depuis le début de l'année 2017. C'est un sujet de Sharon Kamara.
Le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika a présidé ce mercredi 14 juin son tout premier Conseil des ministres de l'année 2017. Au sommaire de cette rencontre, la mise en place et la validation du plan d'action du nouveau gouvernement en poste depuis le 25 mai. Depuis sa maladie, le Conseil des ministres se faisait rare. Donc je me suis dit peut-être aussi qu'on attendait donc le résultat, les élections législatives et le résultat des élections et la nomination d'un gouvernement, de nouveau gouvernement pour tenir ce Conseil des ministres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'apparaît que très rarement à la télé nationale. Frappé par un accident cardiovasculaire en 2013, le chef de l'État n'était pas apparu en public depuis le 4 mai, jour de vote pour les législatives algériennes. Le dernier Conseil des ministres présidé par le chef de l'État algérien remonte à décembre 2017. Les Algériens ont pris l'habitude de cette situation. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est les politiques mises en œuvre, c'est les décisions qui sont prises pour faire face à certaines situations, aux défis actuels. Le plan d'action du nouveau gouvernement nommé en mai se compose de 4 chapitres qui concernent la gestion de l'État, l'économie et les finances, le développement humain et les questions sociales. Âgé de 80 ans, la santé du président Bouteflika est au cœur des inquiétudes des Algériens. À 2 ans des prochaines élections présidentielles, cette nouvelle apparition vise à rassurer ceux qui le jugent inapte à gouverner l'Algérie. Alors Yassine, le président Bouteflika vient donc de présider son premier Conseil des ministres. C'est une façon pour lui de montrer qu'il peut encore gouverner. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Et après, présider, quand on est président de la République, présider au bout d'un an un seul Conseil des ministres, moi je trouve qu'il y a... Je ne comprends pas cette façon de faire. Je pense que l'Algérie, qui reste l'un des plus grands pays d'Afrique, je ne comprends pas cette façon de faire. Il n'y a aucune transparence dans la gestion d'un État comme l'Algérie. C'est vraiment dommage. Malik. Bien, Graziella, oui, c'est le premier Conseil des ministres depuis décembre 2016. Donc, un pays comme l'Algérie qui a besoin comme dans tous les pays, mais l'Algérie particulièrement, qui est le premier pays d'Afrique, qui est une économie qui a des potentialités énormes, a besoin d'un homme qui soit à la barre, et un homme dynamique, et un homme qui doit s'enquérir des projets qui sont mis en branle sur le terrain. Et malheureusement, c'est pas le cas. Sa maladie est de notoriété publique, donc malheureusement, la politique algérienne est dans un état, je dirais, comme le sien, de convalescence et je dirais même un peu comment expliquer, de blocage, dans un état de blocage. C'est malheureusement ce qui se passe actuellement. Et du fait de cet état de blocage sur le plan politique, l'état de blocage demeure sur le plan économique, sachant que la diversification n'a pas été encore mise en place par l'Algérie depuis 1999 et que le pays a toutes les ressources pour le faire. Alors il faudrait un changement idéologique et le logiciel n'est pas encore mis à jour. Vous savez que nous sommes à la base, l'Algérie est un état socialiste, cet état n'a pas fait encore sa mutation pour avoir justement un logiciel nouveau et pour permettre à ces entreprises de conquérir des marchés sur le plan international. Justement, sur le plan économique, le président Bouteflika a invité le gouvernement à promouvoir le recours au financement non conventionnel. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Vous savez, Graziella, depuis ces dernières heures, les rumeurs les plus folles courent après cette annonce. Il y en a qui pensent qu'il faut remettre il y en a qui pensent que c'est la planche à billets qui va être d'actualité, d'autres qui pensent que finalement il y a une nécessité, une volonté de cibler les subventions. C'est aussi ce qui a été abordé lors de ce Conseil des ministres. Le ciblage des subventions, on en parle depuis des années. C'est ainsi, les subventions coûtent trop cher à l'économie algérienne. Il faudrait cibler davantage. Quand vous avez un produit subventionné, il profite autant qu'aux pauvres, autant qu'aux riches. Et il faudrait finalement cibler ces subventions sous la forme d'allocation. C'est la chose la plus logique à faire. Mais il faudrait un plan Marshall. Mais dans quel cadre il faut définir ces allocations aussi?
Oui, on peut le définir simplement, selon le revenu. Malheureusement, ça n'a pas été fait du fait de la lenteur de l'administration, du fait des réticences même d'une partie de l'administration. Parce qu'en Algérie, il faut savoir que l'administration a un pouvoir certain sur certaines décisions. Surtout, pas uniquement sur certaines choses. Ça dépend. Parce que quand l'administration, demain, je m'excuse de vous couper la parole, c'est demain, le grand problème, c'est de ne pas laisser le privé, le bon privé investir, oui, parce ça, que le bon privé, quand il arrive pour investir, il y a toute une tracasserie bureaucratique qui est le fait de l'administration qui empêche ces jeunes compétences algériennes de pouvoir créer de la richesse et diversifier énormément dans tous les secteurs. Pour revenir juste quand on voit les élections législatives qui se sont déroulées il y a quelques semaines, quand on voit la qualité des candidats qui se présentent, c'est des gens qui décident pour les nouvelles générations de l'Algérie. C'est juste dramatique. C'est juste dramatique. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Moi, mon analyse se pose ainsi. C'est-à-dire que même lorsque le pouvoir décide de mettre en place des réformes, même s'ils votent les lois, vous avez cette résistance de l'administration. Après, ce volet-là de la bureaucratie, elle a toujours existé. Ça, c'est lié à son histoire, à l'histoire de l'Algérie et à ses années notamment socialistes. Et du fait de cette difficulté à s'ouvrir justement à l'économie de marché et de cette volonté de l'État de tout contrôler et justement de ne pas faire beaucoup de place au privé. Et notamment, nous avons des entreprises privées exemplaires en Algérie qui pourraient justement contribuer à la diversification de l'économie et à cette diaspora formidable qui pourrait davantage investir et qui veut investir. Cette diaspora veut le faire. Mais malheureusement, le gouvernement algérien, parfois, fait la sourde oreille et ne veut pas entendre certaines... Comment voulez-vous que la diaspora parte investir en Algérie quand on voit la loi qui a été votée concernant les binationaux, qu'ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire eux ou leurs enfants n'ont pas le droit d'occuper des postes à responsabilité en Algérie, c'est juste très grave. Là encore, nous sommes revenus là-dessus plusieurs fois. Je déplore cette décision-là. Je ne me fais pas le défenseur du pouvoir algérien. Bien évidemment, cette restriction des binationaux à accéder aux postes de responsabilité est déplorable. Et je dirais même, notamment, les binationaux qui ont des qualités managériales importantes et qui pourraient justement servir au sein de l'administration algérienne. Donc c'est un vaste sujet. Merci Malik pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.